Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL, première victoire de la saison et victoire ô combien spectaculaire. Il y a beaucoup de choses à dire, le système de jeu, les entrants, les déceptions, les satisfactions. Mais avant ça, je vais vous faire un petit point sur le mercato, le dernier jour du mercato hier. Il y a eu beaucoup de surprises encore, beaucoup de confirmations également. Et on va d'abord commencer avec le calendrier de la Ligue Europa. Alors j'ai improvisé un live hier, vous étiez près quand même de 200 à le suivre, à ma grande surprise. Ça s'est vraiment décidé au tout dernier moment. Et donc, la nouvelle formule, elle est un petit peu, elle est totalement nouvelle, puisque vous allez jouer 8 équipes, 4 de ces équipes à domicile, 4 de ces équipes à l'extérieur. Il y a un classement sur 36 équipes, donc c'est quand même très particulier. Évidemment, quand vous êtes dans les 8 premières, vous êtes qualifié directement pour les huitièmes de finale. Si vous êtes entre la 9e et la 24e place, vous jouez un barrage. Le 9e contre le 24e, le 10e contre le 23e, etc., etc. En match aller-retour cette fois, et ça vous permet ensuite de vous qualifier là aussi pour les huitièmes de finale. Donc évidemment, si vous êtes entre la 9e et la 24e, vous avez 2 matchs en plus. Alors ça fait des recettes stade, mais ça fait aussi de l'incertitude et je dirais de la fatigue en plus. Tous ceux qui sont classés au-delà de la 24e place sont éliminés. Il n'y a pas de reversement en coupe inférieure, ce qui à mon avis est une bonne chose parce que je n'aimais pas du tout ce principe. Vous commencez dans une Coupe d'Europe, vous finissez dans une autre. Je trouvais ça tout à fait déplaisant. On va recevoir l'Eintracht Francfort, l'Olympiakos, Ludogorets et le Beşiktaş. On se déplacera aux Glasgow Rangers, à Fenerbahçe, à Karabag et à Hoffenheim. Donc, on a 2 clubs turcs, 2 clubs allemands. Bon, pour tout vous dire, je suis un petit peu déçu parce que j'aurais bien aimé qu'on ait une grosse équipe, genre Manchester United ou l'AS Roma. Bon, ce n'est pas le cas. Je dirais que c'est très dense. C'est très dense. Beaucoup d'équipes, je dirais, d'un niveau très très voisin. Donc bon, évidemment, ça me paraît tout à fait jouable. Surtout après ce qu'on a vu hier. Après aussi, constater qu'on a beaucoup de renforts, beaucoup de rotations. Même si le mercato n'est pas idéal. Je ferai un grand bilan du mercato après le 2 septembre, tout simplement parce que beaucoup de marchés se terminent le 2 septembre, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Brésil. On va voir qu'il y a un sujet, notamment avec Adrielson. Donc je ne vais pas le faire tout de suite, je vais attendre un petit peu. Alors passons au mercato, on va parler évidemment de tout ce qui a été officialisé, et puis on terminera par le dossier Nuama, qui est là encore assez surprenant. Alors Mangala prêté à Everton jusqu'à la fin de la saison. On nous précise bien sans option d'achat, donc le coup de génie de John Textor prend un petit peu de plomb dans l'aile, mais s'il rachète le club d'Everton, évidemment, libre à lui de racheter Mangala définitivement pour 30 ou 35 millions. Je comprends qu'Everton ait refusé de mettre une option d'achat obligatoire, tout simplement parce que le deal avec John Textor, il n'est pas fait. Il n'est pas fait, c'est pas parce que Textor est rentré en discussion exclusive que ça veut dire qu'il va acheter le club. Je rappelle que le groupe Friedking qui s'était proposé pour acheter Everton, était rentré en discussion exclusive et le deal ne s'était pas fait, tout simplement parce que l'équipe Friedking, quand ils ont vu les comptes, ils se sont dit c'est un bourbier total, il ne faut surtout pas aller là-bas. C'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu étonné que Textor aille racheter ce club. Si j'étais lui, je prendrais plutôt un club de Championship, il va le payer 4 ou 5 fois moins cher, et en investissant, il peut le faire monter en Première Ligue, plutôt que d'acheter un club, alors qui est un beau club, attention, Everton c'est un beau club, mais tellement perclus de dettes que, voilà, c'est pour moi plutôt un bourbier qu'autre chose. Donc Mangala part toute la saison. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à Everton, ils sont très contents de l'avoir. Les supporters sont très contents. Lui a joué un peu de l'intérêt de la Fiorentina pour faire monter les enchères. Alors on me dit, mais oui, mais il peut pas augmenter son salaire, il est en prêt. Alors il peut pas augmenter son salaire, mais il peut augmenter sa prime. Quand un employé est envoyé à l'étranger, ce qui est le cas
Alors à l'étranger, par rapport à son club d'origine qui est l'Olympique Lyonnais, évidemment, il y a des primes. Donc peut-être la prime finalement à Everton se rapproche de celle qu'il aurait eue à la Fiorentina. Autre officialisation, Warmed Omari, défenseur central de Rennes. Alors bon, j'ai déjà dit ce que je pensais de ce joueur. Maintenant, c'est un joueur de notre effectif, donc on va essayer de le soutenir. Même si j'avoue que je pars avec un a priori extrêmement négatif. Donc, il est prêté lui aussi pour une saison, un prêt payant de 500 000 € avec une option d'achat de 10 millions. Alors là, franchement, si on laisse partir Mamadou Sarr pour 10 millions et que finalement on lâche 10 millions sur Omari, là vraiment, je ne comprends plus comment ce club est dirigé. Mais bon, il y a beaucoup d'éléments qui me font douter de la manière dont le club est dirigé. Mais en tout cas, bon voilà, Omari arrive. Mine de rien, si Adrielson s'en va, eh bien, on se retrouve avec seulement 3 défenseurs centraux de métier, dont Omari, ce qui pour moi est plutôt effrayant. Alors, il y a peut-être des jeunes pépites à l'académie, hein, mais en tout cas, bon, voilà, Mamadou Sarr n'est plus là, et en plus, pour Adrielson pourrait partir. Donc, tout cela ne me rassure pas, d'autant que les 2 titulaires, Niakate et Khaled-Tchar, on peut pas dire donne toutes les garanties. Bref, donc au milieu en défense, c'est un petit peu embêtant et je pense que Clinton Mata, même s'il peut dépanner, pour moi, c'est pas là qu'il est le meilleur. Sinali Diomandé, lui, est définitivement transféré à l'AJ Auxerre. Il avait refusé ce club pendant l'été. Finalement, la perspective de rester sur le banc toute la saison ou dans une sorte de loft, eh bien, ça ne l'a pas trop emballé. Donc de ce point de vue-là, la tactique du loft a marché. Et donc il part à la JOCR gratuitement, mais avec un intéressement de 50% sur un éventuel transfert. Donc s'il est bon là-bas, eh ben, on récupérera un peu de sous. Et on nous dit quand même qu'il y a divers bonus sans vraiment les détailler. En tout cas, on lui souhaite une bonne saison. Et qu'il prouve, puisque je suis souvent moqué parce que je trouve que Diomandé n'est pas si mauvais que ça, eh bien qu'il prouve que j'ai pas tort sur ce sujet. J'ai même dit, et je me suis fait attaquer sur Twitter pour avoir dit ça, que pour moi Diomandé c'était meilleur qu'Omari. Bah écoutez, on verra bien ce que la saison nous indique sur ce potentiel débat. Wilfried Zaha, lui aussi prêté, mais prêté pour l'OL jusqu'à la fin de la saison, un prêt payant de 3 millions d'euros, mais Galatasaray va prendre en charge la grande majorité du salaire, un salaire absolument colossal pour la Misa, près de 6 millions d'euros, oh là là, oh là là. Alors il vient pour jouer du côté gauche, et là ce sera une des remarques que je ferai lorsque je ferai le débrief du mercato, c'est que on se retrouve avec un nombre d'ailiers absolument hallucinant, sachant qu'on doit en plus accueillir Luis Enrique au mois de janvier. Et donc, vous le savez, Nuama est resté. Alors que, potentiellement, on va peut-être jouer souvent en 3-5-2. Donc, on veut jouer en 3-5-2, on n'a que 3 défenseurs centraux. Et on a beaucoup d'ailiers. Alors là, bon, écoutez, vraiment, je ne comprends pas du tout ces choix. Mais après, intrinsèquement, le joueur est intéressant. Alors, il serait très très bon dans un 4-3-3, un 4-2-3-1, mais dans un 3-5-2, eh bien, il sert à rien. Bref, je sais pas, je comprends pas trop. Vous voyez qu'il a l'air ravi d'être là, hein. D'ailleurs, ça a été beaucoup souligné. On a l'impression que le mec est pris en otage, vous savez, les trucs en otage où on fait poser avec le journal pour certifier la date, enfin bon bref. Ce n'est qu'une photo, mais on dit quand même que c'est quelqu'un qui, au niveau du comportement, n'est pas totalement blanc-bleu, donc bon. On ne va pas se fier au ragot et on va attendre de voir ce qu'il va faire. On nous avait dit la même chose avec Benrahma, d'ailleurs Benrahma qui n'a pas du tout joué hier, hein. Je le note. On continue avec Mama Baldé qui lui quitte l'Olympique Lyonnais pour partir à Brest. Il va découvrir la Ligue des Champions, il va recevoir le Real Madrid et le Barça. Quand même une belle expérience pour Mama Baldé. Moi personnellement évidemment je suis très déçu qu'il s'en aille parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué à son arrivée et qui a su gagner ma sympathie et je trouve qu'il était vraiment utile sur le terrain.
Je l'ai souvent dit, là aussi ça va peut-être faire hurler, mais pour moi il est plus utile qu'Ernest Nuama. Alors je dis pas qu'il est meilleur, parce qu'Ernest Nuama débute encore sa carrière, mais je trouve qu'en tout cas, dans un court moment, c'est quelqu'un de plus utile. Bon bref, il est parti. Du côté de Brest, montant de transfert 4,5 millions avec des bonus qui peuvent atteindre 2,4 millions et un pourcentage sur la plus-value éventuelle de 15%. Bon, ça nous permet d'augmenter un petit peu notre enveloppe de vente cet été qui évidemment est très loin des promesses prétendues faites, parce que évidemment on est lié sur ces promesses à ce que nous a dit Hugo Guimet, qui a sorti l'info sur les 100 millions de ventes. Après, ces 100 millions de ventes me paraissent cohérentes par rapport à ce que je connais du budget, donc c'est pour ça que j'ai jamais considéré ce chiffre comme biscornu. Non, pour moi il paraît tout à fait cohérent. Bon, en tout cas voilà, Mama Baldé s'en va, et on lui souhaite bonne route. Ernest Nuama, dont tout était ficelé, hein, c'est ce que nous dit Hugo Guimet pour Nuama, donc à Fulham, et il a décidé au dernier moment de ne pas signer, car il veut vraiment rester à Lyon, qui ne lui avait pas trouvé de remplaçant, puisque Forbes est parti, je crois, à Wolverhampton, voyant que ça n'avançait pas à Lyon, donc il revient à Lyon. Hugo Guimet nous dit qu'il nous racontera demain toute l'histoire, émotion garantie, sacré Ernest. Alors, dans l'équipe ce matin, on ne parle pas du tout de ce que devait nous raconter Hugo Guimet, donc ce sera peut-être dans l'édition de dimanche, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'en sait pas plus. Grosso modo, le joueur, voilà, et d'ailleurs c'était dit dans la premier tweet de Hugo Guimet qu'il aurait aimé rester à Lyon. Donc je pense que voilà, il a dû dire non, je veux rester, je veux faire mes preuves, je me plais bien à Lyon, etc. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. En tout cas, il revient. Est-ce une bonne nouvelle sur le plan sportif? Je ne suis pas certain, mais bon, dès lors que Baldé est parti, finalement on se retrouvait quand même un petit peu à poil du côté droit. Donc bon, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Par contre, là où évidemment ça nous pose souci, c'est sur le plan financier, puisque le deal devait se faire à 19 millions. Alors, 19 millions, mais avec la conservation de 30% de droits du joueur, ce qui veut dire que, par exemple, s'il était vendu 30 millions, on récupérait 10 millions de plus. Donc évidemment, ça, là aussi, ça impacte le fameux volume de vente de 100 millions. On termine avec l'ami Adrielson, et vous allez voir que j'ai été le premier à vous annoncer en France le départ d'Adrielson pour Botafogo, mais vous allez voir que, Adrielson se tâte. Donc on va lire l'article, je vous rassure, il est très court, pour comprendre que le joueur n'est pas si décidé que cela à retourner au Brésil. Et d'ailleurs, on pourrait dire qu'avec le départ de Mamadou Sarr, de Diomandé, et puis on va dire le niveau affiché par les titulaires, il peut se dire qu'au final, il aura du temps de jeu. D'ailleurs, un certain nombre d'auditeurs n'ont pas été contents que je critique la décision d'Adrielson de partir au Brésil en disant mais Pierre Sage ne lui fait pas confiance, il a bien raison de partir, il sait qu'il ne jouera pas, quelles sont ses perspectives? Mais ses perspectives, elles sont énormes, les amis. On a seulement 3 défenseurs centraux sans lui. On jouera sans doute un certain nombre de matchs en 3-5-2. Le niveau affiché par nos titulaires est parfois extrêmement inquiétant. Je pense notamment à Khaled Tachar qui fait un début de saison calamiteux, mais il n'y a pas que lui. Niakate, c'est pas terrible non plus. Donc Niakate va continuer à être titulaire parce que vous l'avez acheté 32 millions, mais Khaled Tachar, vous l'avez acheté 3,5 millions ou 4 millions. Le mettre sur le banc, honnêtement, je vois pas qui ça va choquer. Donc Adrielson, non, il doit s'accrocher. Il doit gagner sa place, et vous allez voir ce qui est dit dans l'article. Alors, le titre, Botafogo tente de renvoyer Adrielson. Alors, renvoyer, c'est plutôt rapatrier, mais bon, c'est une traduction automatique.
Et la décision est entre les mains du joueur. Donc ça, c'est quand même très important. La décision est entre les mains du joueur. Que nous dit l'article? Botafogo a comme cible Adrielson pour renforcer la défense pour la dernière partie de saison. John Textor et la direction noire et blanche tentent de convaincre le défenseur de revenir au Brésil moins d'un an après son passage à Lyon. Rappelons qu'il est arrivé au mois de janvier. Le joueur est considéré comme le rêve du club. Donc vous voyez, tente de convaincre. Dire que c'est pas fait. Comme il y a 2 clubs d'Eagle Holding qui appartiennent à John Textor, la négociation est facilitée. Le défenseur a travaillé avec la plupart des membres de l'équipe actuelle, se sent chez lui au club. Le dilemme est de laisser le projet en Europe après seulement 8 mois là-bas. La décision est donc entre ses mains. À 26 ans, le défenseur a pris la direction de Lyon début 2024 après une belle saison au Glorioso, mais là, il y avait peu de place, il n'y a eu que 3 matchs pour le club, donc pour l'OL, totalisant 49 minutes, dont 45 en Coupe de France. Adrielson a investi massivement dans la préparation tout au long des vacances pour commencer la nouvelle saison avec plus d'opportunités. Le comité technique de l'équipe de Lyon lui a dit qu'il faisait partie des plans jusqu'à présent. Il y a eu 2 matchs sur le banc. Bon, il a joué un petit peu hier. Lyon entre sur le terrain ce vendredi face à Strasbourg, etc., etc. Bref, eh bien écoutez, Adrielson, pour moi, il n'est pas encore parti. Et si j'étais l'Olympique Lyonnais, jamais je ne laisserais partir Adrielson dans un contexte où finalement, en vrais défenseurs centraux, nous avons Niakhaté et Kadetachar qui sont franchement inquiétants. On prend encore 3 buts hier, même s'ils sont pas que de leur faute, hein, mais bon, ils sont évidemment partie prenante. Sur le banc derrière, vous avez Omari. Et donc, vous n'avez personne d'autre. Alors non, mais c'est pas possible. On va avoir 50 matchs, les amis, des matchs de Coupe d'Europe, des matchs de Coupe de France, un podium à aller chercher, et vous allez partir là, dans la saison avec cette composition en défense centrale. Non, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser partir Adrielson. Si Botafogo a besoin d'un défenseur central, ils se débrouillent. Ils ont le mercato qui se termine le 2 août, donc il se bouge le 1-1, et puis il trouve un défenseur central, mais il nous laisse Adrielson. Donc, écoutez, cette affaire-là, en tout cas, n'est pas terminée. On va suivre ça jusqu'à mardi. Bien, revenons-en au match, un match qui a été absolument fou, hein, faut bien le dire. Vous avez été très nombreux à le suivre avec moi, plus de 350 personnes en simultané. C'est pas rien, croyez-moi. Et on a vécu un match de folie et un des internautes qui malheureusement, à chaque fois qu'il est parti du live, a raté les buts. Donc il est parti du live à 3-1, il est revenu, il y avait 3-3, il est reparti, il y avait 4-3. Bon bref, tant pis pour lui, il a qu'à rester attentif. Bref, alors vous voyez Orban en image, c'est vrai qu'il a été un des héros de la soirée puisqu'il nous met quand même un doublé, 2 buts très 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 difficiles. Un espèce de kung-fu à la Zlatan Ibrahimovic et une tête qui était pas facile du tout puisque sur une passe de Fofana, qui a été un des autres grands artisans de la soirée, eh bien le ballon lobe le défenseur et donc Orban a la présence d'esprit de reprendre ce ballon pour le loger au fond des filets. Par contre, je vous avoue que j'ai pas très apprécié ses réactions. Avec le doigt sur la bouche pour faire taire les critiques. Mais oui, mais les critiques, il y en a, mon coco, mais c'est parce que tu jouais pas bien du tout. Donc, ne fais ça, je ne supporte pas ça chez les joueurs. On les critique quand ils sont critiquables, et puis quand ils sont bons, bah, ils sont bons. Mais on va pas dire qu'un mec est bon quand il est pas bon. Donc, son doigt sur la bouche, je ne l'ai pas aimé. Il n'a pas vraiment voulu célébrer avec ses copains. Il s'est même plutôt écarté. Enfin bon, bref. Une attitude d'Orban qui ne m'a pas plu du tout. Bon, après, il a mis 2 buts, c'est bien, il nous permet de débloquer notre compteur. Mais attention de ne pas s'inventer de faux ennemis. T'es un joueur de l'Olympique Lyonnais, tu dois te battre pour le club, mais quand t'es pas bon, eh ben, tu mérites d'être critiqué. Et là, hier, tu as été bon. D'ailleurs, tu as été élu homme du match. Bon, moi, j'aurais pas mis lui, mais bon, il a été homme du match par les supporters. Donc, qu'il arrête son cinéma et qu'il fasse ce pourquoi il est payé, c'est-à-dire jouer au foot et mettre des buts. Bref, Gift, si tu m'entends, fais ton métier et prends les louanges et ignore les critiques.
Alors Pierre Sage avait tenté un 3-5-2 tout simplement pour aligner Lacazette et Mikotadze. D'ailleurs, quand j'avais fait mon avant-match, j'avais tout à fait envisagé cette possibilité. On retrouvait donc Lucas Perry dans les buts, Niakate, Kaletachar et Mata en défense centrale, les pistons Maitland-Niles et Abner, Tolisso, Matic, Cacré au milieu de terrain et Lacazette, Mikotadze sur le plan offensif. Alors après un début de match un petit peu délicat, vous le voyez sur l'attaque momentum, franchement, moi j'ai trouvé la première mi-temps vraiment emballante, tout simplement parce qu'on allait chercher nos adversaires extrêmement haut, on était protagoniste, malheureusement, dès la deuxième minute, on se fait prendre sur du jeu de transition, dès la deuxième minute de la deuxième mi-temps, on se fait à nouveau avoir sur un but, et on en concède un troisième, bref, vous voyez des débuts de mi-temps qui sont pas du tout à la hauteur. Est-ce que c'est un hasard total, mais l'entrée de Gift Orban et de Malik Fofana, ont coïncidé avec la bonne période de l'OL, qui a mis 3 buts en quasiment un quart d'heure. Donc moi j'ai trouvé que vraiment la première mi-temps était bonne, mais malheureusement des erreurs individuelles font que on se fait prendre. La défense centrale est certes responsable, bien entendu, mais et ça, je pense que Pierre Sage le dira dans sa prochaine conférence de presse, on se prend des transitions aussi parce qu'on ne fait pas assez bien le contre-pressing. On est pas mal sur le pressing, mais par contre dans le contre-pressing, on n'est pas bon. Vous rajoutez à cela des erreurs individuelles, c'est-à-dire le tacle raté dans la surface de Clinton Mata, qui permet aux Strasbourgeois de mettre leur premier but, et ensuite Maitland-Niles, qui certes marque un but, mais nous fait une double boulette. Il se fait prendre dans le dos sur le deuxième but et sur le troisième but, il perd le ballon au milieu de terrain et ensuite Kaletachar avec la caravane accrochée au derrière qui évidemment se fait prendre et Perry qui sur le one-on-one, le 1 contre 1 de l'attaquant, n'arrive pas à stopper le ballon. Bref, comme je l'ai souvent dit et je vais le redire encore une fois, et ce n'est pas pour dire qu'Anthony Lopez est un meilleur gardien que Lucas Perry, mais quand vous encaissez autant de tirs que l'on en donne, le gardien, aussi bon soit-il, il prend des buts. Eh oui. Donc c'est pas un problème de gardien, c'est un problème de défense. On a déjà pris 8 buts en 3 matchs cette saison. Alors à la grande différence des autres matchs, c'est que là on a su réagir et nous-mêmes en planter. Alors, je voudrais aussi faire un petit focus sur Tolisso, qui pour moi a fait un très très bon match. C'est pas parce qu'il a marqué un but, mais il a été très présent. Il a eu un petit creux à l'heure de jeu sur le plan physique, mais il a bien terminé. Non, vraiment, je trouvais Tolisso vraiment bien. Lacazette, à l'origine de 3 buts, puisque 2 fois il tape le poteau, ce qui permet à un de ses coéquipiers de marquer, une fois Tolisso, une fois Maitland-Niles, et c'est lui qui délivre la première passe décisive à Gift Orban. Donc j'ai trouvé que dans le jeu, il s'était beaucoup donné, il a aussi initié le pressing, etc., etc. J'ai des points de frustration, mais lui aussi il a eu des points de frustration, on passera un dossier juste après. Mais je trouve que globalement il a fait un très bon match et il a un peu sonné la révolte. En tout cas, lui, il trouve des angles sur ses tirs, chose que ne fait pas Georges Mikotadze, qui a eu un match extrêmement frustrant. Alors oui, beaucoup d'activités, oui, il s'est battu. Peut-être va-t-il nous faire une grande saison, mais alors en tout cas, hier, je peux vous dire que il a été hyper frustrant, et notamment sur un 2 contre 1, où vous avez... sur une très belle passe de Niakate. Nos défenseurs centraux font pas de très belles relances, mais là, il faut quand même le dire. Très belle passe de Niakate dans la profondeur. Mikotadze reçoit le ballon. Il se retrouve avec un défenseur. Il a tout seul à droite Lacazette. S'il lui donne le ballon, c'est but à 90%. Qu'est-ce qu'il fait? Il tergiverse. Le défenseur, finalement, arrive à l'arrêter. Un deuxième défenseur arrive et il tire sur le gardien. Là, je peux vous dire que j'ai hurlé. Si vous voulez entendre ça, n'hésitez pas à aller réécouter le live. Bref, Mikotadze volontaire, mais alors vraiment dans les prises de décision. Le problème de Mikotadze, c'est que
on va le voir ici. Depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais, eh bien, il a joué 6 matchs, il n'a mis aucun but, il n'a fait aucune passe D. Donc évidemment, comme son rêve c'est de jouer pour l'OL, que c'est quand même un gros transfert à 18 millions, même si de nos jours 18 millions c'est pas tant que ça. Et on sent qu'il veut absolument mettre son premier but, je dois marquer mon premier but. Mais non, si tu fais une belle passe décisive sur Lacazette, tout le monde sera content. Personne va dire « Oh là là, Mikotadze, il n'a pas marqué de but ». Non, il faut faire ce que le jeu demande et non pas se torturer les méninges, je dois mettre mon premier but. Non, tu laisses le jeu venir à toi et tes buts ils vont arriver. Donc Mikotadze, il m'a gonflé, déjà qu'il avait raté un penalty à Rennes. Je peux vous dire qu'il va falloir vraiment qu'il s'enlève ce poids sur les épaules de son premier but. Ne te focalise pas là-dessus. Joue au foot. Et si tu dois faire la passe, tu fais la passe. Et arrête de te prendre le chou. Je dois absolument marquer des buts. Si tu mets 12 buts cette saison et que tu fais 10 passes D à Lacazette, crois-moi, on sera tous contents. Donc, arrête de te triturer les méninges et joue au foot. Alors ce 3-5-2 a-t-il vocation à être répété? Eh ben quand même, il y a quand même une victoire au bout. Mais évidemment, ce qui nous inquiète, c'est la défense sur les ailes, c'est le repli défensif. Donc au moins Pierre Sage, il se dit, j'ai quand même des solutions. On a maintenant quand même beaucoup d'ailiers. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Nuama, on va le mettre en piston? Ça étonnerait quand même. Zaha, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le mettre en piston? Milieu offensif? Franchement, on sait pas trop. On sait pas trop. Donc, un nouveau casse-tête tactique pour Pierre Sage. Beaucoup d'argent a été dépensé sur le mercato et au final, en défense centrale, ça fait pas rêver, c'est le moins qu'on puisse dire. Au milieu de terrain, on retrouve les sempiternels Tolisso, Matic, Cacré. Tessman a joué quelques minutes. Matic est sorti la langue par terre. Bon, il y aura beaucoup de matchs. Je pense que Tessman aura du temps de jeu. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Tolisso revenir un petit peu dans la boucle. Mais évidemment, avec Tessman et seulement Diawara en rotation, ça fait quand même un peu léger. On aurait bien aimé qu'une partie de tout l'argent qui a été dépensé sur les transferts se fasse sur un milieu premium, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, bon, on va voir ce que nous réserve Pierre Sage pour la suite de la compétition. Alors, si on revient sur les stats, on va voir qu'effectivement, on a quand même 2,92 XG, ce qui est très bien. Mais vous voyez que Strasbourg, on a 2,72. Ça se joue vraiment à très peu de choses parce que les buts d'Orban, ils sont très difficiles. On a tiré 20 fois au but. Donc c'est mieux que les matchs précédents, même si on a paradoxalement plus tiré en première qu'en deuxième mi-temps. Si je regarde les stats de la deuxième mi-temps, vous voyez seulement 5 tirs en deuxième mi-temps. Et en première mi-temps, on avait tiré 15 fois. C'est ça le paradoxe, c'est que en première mi-temps, franchement, on est pas mal, mais c'est là où on marque le moins. Vous voyez vraiment des très grosses opportunités. Là, c'est vraiment plus des exploits individuels. Bon, il y a quand même du potentiel, ça rend la saison plutôt excitante, mais est-ce que les recrues, parce que là finalement hier il n'y a aucune recrue à part Abner, mais Abner qui n'a pas été très convaincant, est-ce que les recrues de l'été vont apporter une plus-value? Quand je regarde le 3-5-2, je vois pas tellement où on peut intégrer des recrues. Donc je sais pas, ce mercato d'été, il a encore été très bizarroïde, on fera le bilan un petit peu plus tard. Grâce à notre ami DataOL, on va regarder des stats un petit peu plus poussées. Donc l'OL s'est procuré 6 occasions nettes de but ce soir, plus gros total pour le club en Ligue 1 depuis le 2 décembre dernier, 7 à Lens, où d'ailleurs on avait perdu. Pour la première de Pierre Sage, Corentin Tolisso a délivré 3 passes clés. Les passes clés, c'est les passes qui amènent à un tir, son meilleur total en Ligue 1 depuis le 9 mars dernier, 3 face à Lorient. Opta nous dit Lyon s'est imposé en Ligue 1 donc 3 fois après avoir été mené de 2 buts
En 2024, aucune équipe n'avait fait au moins aussi bien sur une année civile dans l'élite depuis Rennes en 1949. Alors Grinta, effectivement, les joueurs n'ont pas baissé les bras. L'OL a concédé au moins 15 tirs sur chacun de ses 4 derniers matchs officiels, donc Coupe de France et nos 3 matchs de championnat. La défense reste un énorme problème. On ne pourra pas mettre 4 buts à chaque match pour pouvoir gagner. Il va falloir vraiment resserrer les boulons. Gift Orban à l'OL, 647 minutes jouées. 7,2 matchs, 5 buts. Pas mal. On continue avec l'entrée de Malik Fofana qui a fait vraiment une masterclass. 40 minutes disputées, 82% de passes réussies pour un joueur offensif. C'est quand même énorme. Une passe D, 75% de duels remportés. Pour un ailier avec ce gabarit, c'est quand même énorme. 75% de dribbles réussis. Une faute provoquée, 4 ballons récupérés, en plus il a fait son taf sur le plan défensif et 2 tacles. Bravo Malik Fofana, c'est vraiment lui la pépite de notre équipe. Et je pense que beaucoup de supporters partagent mon point de vue. Gift Orban a marqué autant de buts qu'il a réussi de passes ce soir, 2. Ça c'est quand même fabuleux. Georges Mikotadze, eh oui, 0,91 XG et toujours pas de but. Ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Pourcentage de victoire de l'OL en Ligue 1 avec Alexandre Lacazette depuis le retour au club, 51%, sans lui, 22%. Il y a quand même une Lacazette dépendance, ça c'est sûr. L'OL a cadré 12 tirs ce soir, meilleur total pour le club en Ligue 1 depuis le 23 avril, 13 face à Montpellier. Là aussi, un match de folie. L'OL a gagné 6 de ses 7 matchs lorsque Maitland Niles a été décisif. La seule fois, c'était la défaite face au PSG. Le bilan de l'OL quand il joue à 3 défenseurs centraux. 9 matchs, 7 victoires, 1 nul, 1 défaite, 18 buts inscrits, 7 concédés, dont 3 hier, il faut le noter. Et là, toujours le même problème de première mi-temps. 71% des buts de l'OL sous Pierre Sage ont été marqués en seconde période. Ça veut dire seulement 29% en première période. On n'arrive pas à débuter nos matchs correctement. C'est vraiment pénible. On nous dit ici qu'on est à 3,07 XG. Alors pourquoi? Vous allez me dire c'est un chiffre différent de SofaScore. C'est que chaque institut a sa manière de compter les XG. Bon, ça on se retrouve toujours à peu près un chiffre équivalent. Donc 3,07 c'est le plus gros total sous Pierre Sage. L'OL est revenu 11 fois au score depuis que Pierre Sage est là. Bon, il faudrait quand même apprendre à maîtriser les matchs. Pierre Sage avait comme ambition cette saison de changer la folie par de la maîtrise. Pour le moment, on est toujours dans la folie. La maîtrise, elle n'est pas encore là, ça c'est sûr. Ce que je retiens de ce match, écoutez les amis, c'est que enfin on a mis en place un pressing. Alors le pressing, s'il n'est pas bien fait, il laisse des trous derrière, ça c'est tout le problème. Donc il va falloir être capable à la fois de bien presser, mais aussi d'être là sur le repli défensif, notamment sur la transition. Il va falloir aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire, éradiquer ces erreurs individuelles qui nous plombent. Donc bon, écoutez, malgré une défense centrale inquiétante, malgré un milieu de terrain qui n'a pas été tellement renouvelé, on repart finalement avec une équipe qui est assez proche de ce qu'on avait l'année dernière, hormis Niakate en défense. Abner, qui va peut-être perdre sa place au profit de Tagliafico quand celui-ci sera disponible. Bon, moi, je le dis, cette équipe, pour moi, va avoir des difficultés à envisager le podium, parce que je pense qu'il y a trop de trous dans notre effectif, et c'est ça qui me désole, c'est qu'après tout l'argent qui a été dépensé, finalement, on a encore énormément de trous. Donc ça me paraît difficile, mais je pense quand même qu'on aura des matchs assez sympas. Le top 5 me paraît pas impossible, mais le podium, je pense que ça va être compliqué. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, du mercato, de ce match, de l'avenir de l'Olympique Lyonnais, du tirage de l'Europa League. Je vais faire une petite pause, vous en doutez, je suis totalement rincé
Après ces 2 mois et demi de mercato où il faut être sur le qui-vive en permanence. En tout cas, merci de votre soutien. Nous avons dépassé les 3800 abonnés. Peut-être 4000 avant la fin de l'année, ce serait bien cool. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.